Bonsoir, je vais demander à Madame Ricard de vouloir s'il vous plaît. À l'appel des conseillers. Monsieur Jaouani. Présent. Présent. Madame Lebrion, présente. Monsieur Puma. Présent. Madame Marzin, présente. Madame Massé, présente. Madame Leray, présente. Monsieur Gentes, Présent. Monsieur Abraham, Présent. Madame Mestri, présente. Monsieur Jeanne, Madame Birol, présente. Monsieur Michel Laurie, Absent excusé, à donner pouvoir à Madame Galmestri. Madame Valette, présente. Madame Garnier, présente. Monsieur Pénard, Absent excusé, à donner pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Jouble, Présent. Monsieur Mallet, Présent. Monsieur Bollet, Présent. Madame Gaillard, présente. Madame Bertin, Absent excusé, à donner pouvoir à Claude Jaouani. Madame Bougain, présente. Madame Carpier, C'est excusé, à donner pouvoir à Madame Béatrice Valette. Madame Kimec, Excusé, à donner pouvoir à Monsieur Gentes. Madame Le Marchand, présente. Monsieur Marbeau, Présent. Monsieur Ferré, Présent. Madame Renaud, présente. Et Monsieur Ferrand. Présent. Je sollicite un volontaire et une volontaire pour les fonctions de secrétariat de séance. Birol. Avant de prendre l'ordre du jour du conseil municipal ce soir, si vous permettez, je souhaite, avec vous, partager une pensée et exprimer tout notre soutien aux habitants et aux élus de Mayotte, qui, nous le savons tous, vivent une tragédie exceptionnelle. En effet, le cyclone Chido a été le plus désastreux que puisse être un cyclone depuis 90 ans. Suivant l'actualité, nous avons tous appris que les conséquences humaines, les conséquences sanitaires et les conséquences matérielles sont catastrophiques. Et ce d'autant plus que sur cette île, il y avait un nombre important d'habitats précaires. L'urgence est le secours aux victimes, la fourniture des biens essentiels, nourriture, eau, le déblaiement et le rétablissement des infrastructures vitales. Des appels à la solidarité ont été lancés. L'AMF appelle également à la solidarité nationale avec Mayotte et a mis en place un dispositif de soutien avec la protection civile qui est déjà présente dans la région et qui participe à répondre aux premières urgences. La manière dont la commune pourra, au-delà de cette expression de tout notre soutien aux habitants et aux élus, la manière dont la commune pourra s'associer à ce soutien sera proposée au conseil municipal de fin janvier. Je vous remercie. Si c'est une question, on la prendra plutôt à la fin. Juste rapidement, effectivement, que vos pensions pour me laisser associer effectivement vos propos préliminaires au conseil municipal. Après, effectivement, nous avons une question concernant le questionnaire qui nous a été adressé. C'est une question diverse, on la traitera à la fin. Dans l'ordre du jour, dans l'ordre. Très bien. En prenant l'ordre du jour de ce soir, d'abord, vous l'avez remarqué, le procès-verbal du conseil municipal du 27 novembre n'était pas joint, le projet de procès-verbal n'était pas joint, tout simplement parce qu'il n'est pas terminé en relecture. Il sera donc proposé à la validation du conseil municipal fin janvier. Concernant le premier point de l'ordre du jour, je vais demander à M. Maury de présenter ce point concernant une question d'urbanisme, une proposition de
de demande de déclaration d'utilité publique. Monsieur Maury. Donc, demande de déclaration d'utilité publique pour la réalisation d'une opération de renouvellement urbain sur le secteur de l'allée Rouge-Côte. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 21, 21, 29 et suivants, vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, vu le schéma de cohérence territoriale, le SCOT du Pays de Rennes, approuvé le 18 décembre 2007, vu le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Valdy-l'Aubigné, approuvé le 25 février 2020, vu le plan local de l'habitat de la communauté de communes de Valdy-l'Aubigné, approuvé le 13 juin 2019, vu le décret 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'établissement public foncier de Bretagne, modifié par le décret 2014-1735 le 29 décembre 2014, dispose que pour la réalisation de ces objectifs, l'EPF peut agir par voie d'expropriation, et notamment son article 4 qui précise que pour la réalisation des missions définies de l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L321-4 du Code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par de l'article L143-2 du Code rural et de la pêche maritime. Vu l'arrêté ministériel du 26 décembre 2019 portant nomination de la directrice générale de l'EPF Bretagne, vu le règlement intérieur de cet établissement modifié par délibération du C18-02 du Conseil d'administration en date du 13 mars 2018, qui dispose que la directrice générale peut procéder aux acquisitions foncières par voie amiable ou par exercice du droit de préemption, conduire les phases administratives et judiciaires de la procédure d'expropriation, solliciter l'ouverture des enquêtes correspondantes, solliciter le bénéfice des arrêtés concomitants au bénéfice de l'établissement, procéder aux rétrocessions foncières. Vu la délibération du Conseil d'administration de l'EPF Bretagne du 8 décembre 2020, approuvant le 3e programme pluriannuel d'intervention, PPI, qui détermine les grands enjeux portés l'EPF Bretagne pour la période 2021-2025, vu la convention opérationnelle d'action foncière signée le 3 novembre 2016 entre l'EPF Bretagne et la commune de Melesse, qui prévoit la réalisation d'un projet respectant les critères suivants: 25% à minima de logements locatifs sociaux type PLUS, PLAI, une densité minimale de 50 logements par hectare, sachant que pour les projets mixtes, 70 m² de surface plancher d'équipement, services ou activités ou commerce équivalent à un logement. Vu l'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle, signé le 23 février 2024, vu l'estimation sommaire et globale 2024 de la direction immobilière de l'État en date du 21 mai 2024, vu l'avis de la commission urbanisme en date du 3 décembre 2024, considérant que le document supracommunal concernant Melesse, schéma de cohérence territoriale, préconise pour l'habitat des principes de mixité sociale et intergénérationnelle, de diversifier l'offre de logements neufs et les formes urbaines peu consommatrices d'espace préférentiellement implantées dans les centres-bourgs. Considérant que pour répondre à ces impératifs, la commune de Melesse a le projet, sur des emprises foncières situées à les Rouges-Côtes, d'accueillir la construction de 17 logements, dont 6 logements locatifs sociaux de type PLUS, PLAI. Considérant que ce projet nécessite l'acquisition d'emprises foncières, qu'au regard du temps nécessaire à l'acquisition des terrains, à l'aboutissement des procédures, à la réalisation des travaux d'aménagement et ou de construction, la maîtrise du foncier doit être poursuivie en vue de permettre rapidement la production de nouveaux logements, dont des logements locatifs sociaux sur la commune de Melesse. Considérant que pour assurer la maîtrise foncière nécessaire à ce projet, la commune a sollicité l'aide de l'EPF Bretagne, qui s'est traduite par la signature d'une convention opérationnelle d'action foncière, signée le 28 novembre 2016 et modifiée par avenant numéro 1 en date du 23 février 2024. Considérant que les parcelles cadastrales 26, 27, 28 et 31 sont déjà à la propriété de l'EPF ou de la commune de Melesse, et que pour mener à bien son projet communal, il est indispensable que les parcelles cadastrées AR 32, 33, 34, 35 soient placées sous maîtrise publique. Considérant qu'au vu de l'importance de ce projet pour la commune de Melesse et des difficultés de négociation rencontrées,
Le recours à la procédure de déclaration d'utilité publique pouvant mener à l'expropriation en vue de la réalisation du projet communal pourrait être nécessaire. Les éléments qui ont conduit à la mise en œuvre de la déclaration d'utilité publique sont rappelés. La commune de Melesse a identifié le secteur de l'allée Rouge-Côte, situé en plein dans le centre-bourg et à proximité de l'église, comme secteur stratégique pour œuvrer en renouvellement urbain et redynamiser le centre-bourg par la réalisation d'une opération de création de logements et notamment de logements locatifs sociaux de type PLUS-PLAI. Du fait de son caractère stratégique pour la commune, dans la mesure où cet îlot permet de répondre aux besoins identifiés en termes d'urbanisation de la commune de Melesse, la commune souhaite disposer de la maîtrise foncière de cet îlot afin d'encadrer son devenir. La commune de Melesse est considérée comme étant une zone tendue en matière de logement et regroupe 35% des demandes de logements locatifs sociaux sur le territoire de l'EPCI. La commune de Melesse est couverte par le schéma de cohérence territoriale, le SCOT du Pays de Rennes, approuvé par une délibération du 18 décembre 2007 du syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes, révisé par délibération du même organe le 29 mai 2015 et dernièrement modifié le 22 octobre 2019. Le document d'orientation et d'objectifs du SCOT du Pays de Rennes fixe plusieurs objectifs, notamment l'accroissement de l'offre de logements en liaison avec l'armature urbaine, développer un habitat diversifié répondant aux besoins de la population, favoriser la mixité sociale et notamment la production de logements aidés, favoriser le renouvellement urbain pour limiter la consommation foncière. Le programme local de l'habitat de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigny a été approuvé en juin 2019. Ce PLH a pour objectif de créer, sur une période de 6 ans, 2100 logements, dont 540 logements pour la commune de Melesse, ce qui représente en moyenne une production de 90 logements par an, devant comprendre 23 logements locatifs sociaux. Les orientations principales du PLH sont de promouvoir le développement maîtrisé et respectueux des principes de développement durable de l'habitat sur le territoire de l'EPCI, d'optimiser la consommation foncière, notamment par le biais du renouvellement urbain, de favoriser un développement équilibré du territoire en diversifiant l'offre d'habitat et en développant l'offre locative sociale. Dans le cadre de ces réflexions sur le réaménagement et la redynamisation de son centre-bourg, la commune de Melesse a fait réaliser une étude préopérationnelle en concertation avec la population locale. La commune envisage, sur les parcelles concernées, la réalisation d'un projet d'environ 17 logements répartis en 2 bâtiments collectifs dont 6 logements locatifs sociaux. Suivant la convention opérationnelle d'action foncière signée avec l'EPF le 28 novembre 2016, le conseil municipal de Melesse a sollicité l'intervention de l'EPF Bretagne au titre de la réalisation d'un projet d'aménagement respectant les caractéristiques suivantes. À minimum, 50% de la surface de plancher du programme consacrée au logement, une densité minimale de 50 logements par hectare, en rappelant la règle des 70 mètres carrés. Dans la partie du programme consacré au logement, 25% minimum de logements locatifs sociaux de type PLUS-PLAI. Cette convention a pour objet la maîtrise foncière par l'EPF de Bretagne de plusieurs parcelles cadastrées AR 26, 27, 28, 31, qui sont déjà la propriété de l'EPF ou de la commune de Melesse, ainsi que les parcelles cadastrées section AR 32, 33, 34, 35, qui elles ne sont pas encore placées sous maîtrise publique. Cette convention opérationnelle précise que l'EPF Bretagne peut procéder à l'acquisition des biens compris dans le périmètre du projet par tout moyen, amiable, préemption, expropriation. L'EPF a acquis un bien immobilier sur le périmètre, la parcelle 26, 27 et 28, et les acquisitions des fonciers restants s'avèrent difficiles à réaliser à l'amiable. Par conséquent, au regard de la conjoncture et des délais de procédure d'aménagement, il apparaît nécessaire d'engager une action foncière volontariste en envisageant une déclaration d'utilité publique pouvant mener à l'expropriation. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la procédure de déclaration d'utilité publique sur le secteur de l'allée Rouge-Côte à Melesse et pour les parcelles AR 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 et 35, soit le périmètre ci-dessous représenté.
de demander à l'établissement public foncier de Bretagne d'engager une procédure de DUP projet sur le secteur de l'allée Rouge-Côte à Melesse, d'autoriser l'EPF de Bretagne à solliciter de monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine pour l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'ouverture d'une enquête parcellaire, qu'elle soit concomitante, conjointe ou non à l'enquête préalable de DUP, un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, la saisine de monsieur le juge de l'expropriation en vue du prononcé d'une ou plusieurs ordonnances d'expropriation au profit de l'EPF et de l'éventuelle fixation des indemnités correspondantes. L'EPF Bretagne sera le bénéficiaire de cette déclaration d'utilité publique et sera chargé de mener à bien la procédure de DUP, d'expropriation et de fixation des indemnités. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision, Monsieur Ferrand? Oui, je m'étonne un petit peu de cette procédure, dans le sens qu'il faut rappeler la temporalité de l'opération, puisque vous avez signé, donc c'était en 2019, et vous aviez 6 ans pour réaliser l'opération, sauf qu'il faut se rappeler qu'en septembre 2021, on a eu un petit problème avec la session d'épuration qui nous a empêché, avec le préfet, de réaliser de nouveaux programmes immobiliers. Et donc là, il faudrait attendre que la session d'épuration soit opérationnelle, donc soit aux normes. Tant que ce n'était pas le cas, vous ne pouviez pas lancer l'opération immobilière. La session d'épuration des travaux, pour l'instant, ne semble-t-il pas commencer. Il y en a pour au moins 18 mois de travaux, et ce qui est une telle urgence, puisque vous ne serez pas de toute façon dans les délais pour réaliser ces travaux. Ça, c'est votre histoire. C'est vous qui racontez cette histoire. C'est en 2021 la session d'épuration. C'est vous qui racontez tel que vous venez de le raconter. Et, vous... Non, et ça ne vous surprend même pas qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la réalité des choses. Je n'ai jamais reçu en tant que maire une notification du préfet interdisant de réfléchir à de l'urbanisation sur le secteur de Rouge-Côte. Jamais. Sur Melesse, je parle de Melesse, je parle pas forcément de Rouge-Côte. Écoutez, le sujet, c'est une proposition de DUP sur l'allée Rouge-Côte. On élargit le débat. Comment? On élargit le débat. Oui, en racontant votre histoire. Ils élargissent le débat en racontant votre histoire. Non, vous trouvez dans les associations de défense de l'environnement, on parle effectivement de cette interdiction préfectorale. Dans les quoi, vous dites? Ça m'intéresse. Racontez-moi, finissez de raconter le deuxième chapitre, s'il vous plaît. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je suis intéressé parce que pour que vous répétiez et débloquiez ce point-là, s'il vous plaît, monsieur. Alors, vous disiez Alors, j'ai pas le... Des associations, vous avez dit au moins une association. Ah, au moins une. Okay. À laquelle vous êtes adhérent, je suppose. Peu importe. Et ça fait quoi ça? J'ai le droit de le dire, monsieur Marvaux. J'ai dit je suppose. Ça fait quoi ça, monsieur le maire? Qu'est-ce que ce soit adhérent ou pas adhérent? Non. Là, vous lancez des rumeurs, attention, monsieur. Non, je lance aucune rumeur. Je lance aucune rumeur. C'est pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune insulte à ça et à rien du tout. Et si, parce que ça veut dire que je serais intéressé. Et en France, je suis un... Vous êtes intéressé? Je suis intéressé à la ville de Melesse, bien évidemment. Oui, bien sûr. Oui, sinon vous ne seriez pas là. Mais nous aussi, nous sommes intéressés. Monsieur Maury, vous souhaitez... Oui, juste pour décorréler la problématique qui arrive là, de la station d'épuration, sur l'objet de cette délibération, qui n'a qu'un seul objectif, permettre la maîtrise du foncier pour pouvoir réaliser une opération dans des délais, tout simplement. Alors bon, vous parlez de la station d'épuration, c'est votre... Mais moi, je m'autorise, puisque je présente cette délibération, à rappeler que l'objet de cette délibération, c'est bien de donner les moyens à l'établissement public foncier de Bretagne de devenir propriétaire de parcelles qui sont nécessaires à réaliser cette opération dans d'excellentes conditions. Voilà, c'est juste pour recadrer le débat. C'est de votre responsabilité de vouloir l'élargir à autre chose, mais pour la bonne compréhension de tout un chacun et de ceux qui nous écoutent, et c'est intéressant, le débat il est bien là sur cette délibération. Sur ce point, est-il d'autres questions? Monsieur Marvaux. C'est juste, monsieur le maire, la parfaite démonstration de votre incapacité à négocier l'acquisition de ces parcelles. Point. Non. Oui. Point. Non. C'est pas une démonstration, c'est que des contacts ont eu lieu, des discussions ont eu lieu. Il y a un moment où, pour mener un projet, il faut passer par une DUP, voilà. Voilà. Si je peux me permettre de compléter. Jusqu'à maintenant, et pour réaliser les différentes opérations, que ce soit le site du collège,
la salle multifonction, la piste cyclable permettant de sécuriser l'accès au collège pour les enfants, et bien toutes ces opérations ont été faites dans des négociations à l'amiable et dans des discussions qui ont été parfaitement bien réussies. Donc cette fois-ci... Vous voulez vraiment qu'on parle du collège ? Non, mais attends. Laissez-nous qu'en parler. Je ne parle pas du collège. On parle des acquisitions foncières. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'acquisition foncière du collège ? Et du coût pour la collectivité ? C'est uniquement, Monsieur Maury fait uniquement référence aux autres opérations d'acquisition foncière qui se sont bien passées, sans passer par une DUP. Et c'est pas parce qu'il y a DUP et expropriation qu'on ira au bout de... On ne désespère pas d'aboutir à une négociation qui permettra de réaliser l'opération telle qu'on l'a imaginé. Mais notre objectif étant, comme on l'a fait à chaque fois, d'aboutir à des négociations correctes pour les finances de la collectivité. Et sans ces prises de référence. M. Ferrand. Je disais à M. Maury qui lui aussi avait donc élargi le débat. Bien. Y a-t-il d'autres questions, M. Ferré? Il reste combien de propriétaires la parcelle 35 n'est pas le même propriétaire que 33, 34. Si, le 35, vous avez bien vu qu'il était la parcelle 35, hein, c'est le tout petit triangle. Ah, pardon. C'est le tout petit triangle qui est en dessous du 34. Bon, là, sous les yeux, là, je n'ai pas appris par cœur les parcelles. D'accord, on a un projecteur. Bien. Et ça a été vu en commission d'urbanisme également. Donc c'est le même propriétaire. Pas d'autres questions? Je soumets donc à votre validation d'approuver la procédure de déclaration d'utilité publique sur le secteur de la Bouche-Côte sur les parcelles qui ont été mentionnées et qui figurent au plan. De demander à l'EPF Bretagne d'engager cette procédure de DUP projet sur ce secteur, d'autoriser l'EPF à solliciter Monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine pour l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'ouverture d'une enquête parcellaire, qu'elle soit concomitante ou conjointe ou non à l'enquête préalable de l'UP, un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, la saisine de Monsieur le juge de l'expropriation en vue de prononcer une ou plusieurs ordonnances d'expropriation au profit de l'EPF et de l'éventuelle fixation des indemnités correspondantes. L'EPF, il est précisé que l'EPF sera le bénéficiaire de cette DUP et chargé de mener la procédure de DUP d'expropriation et fixer des indemnités et de m'autoriser à solliciter et ou à signer toutes les pièces, courriers ou documents nécessaires au prononcé de la DUP et des expropriations ainsi qu'à la fixation des indemnités correspondantes et à signer tous les documents se rapportant à celui-ci. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 2 oppositions. Qui souhaite s'abstenir? 3 abstentions. Le validons. Le point 2, lotissement les jardins de Constance. Rétrocession des espaces communs. Je laisse M. Maury présenter également ce point. Donc sur le lotissement des jardins de Constance, rétrocession des espaces communs. Vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 3 décembre 2024, la société dénommée Crédit Mutuel Aménagement Foncier a obtenu le 16 septembre 2018 un permis d'aménager référencé 35 173 18 0002 portant sur la réalisation d'un lotissement dénommé les Jardins de Constance. Cette opération comporte 20 lots libres et 17 logements sociaux locatifs. Par délibération en date du 17 février 2021, le conseil municipal a accepté le transfert des équipements communs de ce lotissement dans le domaine communal. Le procès-verbal de réception définitive des travaux du lotissement a été établi le 11 décembre 2024 sans réserve. Les espaces à rétrocéder à la commune d'une superficie de 3 897 m² selon le relevé établi par le GME se décomposent ainsi. 2 477 m² à usage d'espace vert, dont 2 340 m² pour la partie zone humide au sud du lotissement. 21 m² de cheminement piéton, 1362 m² d'emprise de voirie, parking, point d'apport volontaire, longueur de 219
1,01, 37 mètres carrés d'emprise du poste de transformateur. Et figure au cadastre les sections avec les surfaces, telles que vues dans le délibéré. La cession est consentie à titre gratuit. Il convient de préciser que les frais d'acte seront à la charge exclusive de CMCIC Aménagement Foncier. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'accepter le principe de cession gratuite à la commune de Melesse des espaces communs de l'opération des Jardins de Constance, de classer dans le domaine public communal la voirie, les espaces verts et le cheminement piéton, de classer dans le domaine privé communal l'emprise du transformateur et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte de cession ainsi que tous les documents s'y rapportant. Merci beaucoup. C'est clair. Pas de demande de précision. Je mets donc à votre validation cette rétrocession des espaces communs du lotissement des Jardins de Constance. Qui ne participe pas au vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir? Je vous remercie, nous le validons. Le point 3, lotissement des Jardins de Constance, déclaration de linéaire de voirie. Madame Massé. Pour le lotissement des Jardins de Constance dont on vient de parler pour la rétrocession, il faut qu'on inclue le linéaire de voirie dans le tableau pour la dotation globale de fonctionnement. Et donc la voirie a été chiffrée à une longueur de 195 mètres linéaires. Et donc il faut les intégrer au linéaire de voirie communale. Bien, merci. Pas de questions particulières. Je soumets à votre validation. En vous invitant donc à approuver le recensement des 195 mètres linéaires de voirie communale et de m'autoriser à déclarer ce nouveau linéaire supplémentaire auprès des services de la préfecture pour le calcul de la DGF. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci, nous validons. Le point 4, Madame Massé toujours. Donc le point 4 a lui aussi été vu en commission aménagement, équipement public, voirie, aménagement rural. Il concerne toujours le mode de calcul du coût de la DGF et c'est la totalité du tableau du linéaire de voirie qui porte la voirie du domaine public à 87 328 mètres linéaires au 28 novembre 2024. Merci. Je soumets à votre validation. Pardon, monsieur Ferry. Oui, on va étudier après la libération numéro 5 concernant les chemins ruraux sur la voirie publique. Oui. Pourquoi ceux-ci ne font pas l'objet d'un linéaire et ne sont pas intégrés? Parce qu'ils sont en fait ils sont intégrés, ils ont été dispensés d'enquête publique. Mais c'est linéaire. Les rues-là n'apparaissent pas dans le tableau général, c'est ça la question. Si j'ai bien compris la question. Ils n'apparaissent pas dans le... Alors, c'est-à-dire que là, délibération numéro 5, on va les intégrer dans le domaine public. Et on aurait pu les intégrer directement dans le linéaire global de manière à avoir la dotation plus importante. En fait, il faut d'abord les passer dans le domaine public pour pouvoir ensuite les maîtriser et les passer dans le linéaire de voirie. Et pourquoi ça n'a pas été fait depuis... Parce que depuis que le lotissement est fait. Le lotissement est fait, c'est un lotissement. Je pense que ça fait un moment que le lotissement est fait, on aurait pu le... Je pense que dans les pointages, suite aux 87 000 mètres qui ont été trouvés, ils ont fait le lotissement est plus vieux que les Jardins de Constance. Ils ont pointé et du coup les services ont dû pointer et s'apercevoir qu'il manquait ces voies-là, qui n'étaient pas dans le domaine public, qui étaient encore dans le domaine privé et qui ne pouvaient donc pas rentrer dans le mode de calcul. Comme les Jardins de Constance. Voilà, c'est ça. Mais sauf que les Jardins de Constance, c'est un promoteur qui fait la rétrocession. Alors que là, en fait, c'est des voiries qui sont plus vieilles que ça et qui effectivement étaient toujours dans le domaine privé.
c'est un petit peu dommage parce qu'on perd une année de dotation. Ouais. Mais bon, comme le tableau des 87 328 mètres a été vérifié celui-là, je vous propose ce soir d'approuver ce recensement et de m'autoriser à déclarer ce linéaire auprès des services de la préfecture. Monsieur Marot. Oui, monsieur le maire, moi j'avais une question d'ordre financier. Si je regarde le budget 2024 et les sommes allouées aux travaux de voirie, si je prends la moyenne des coûts de voirie sur le département d'Ille-et-Vilaine, réalisés par les communes ou par le département en fonction, on est entre 500 et avec le budget dont on dispose, dans une capacité entre 500 et 1000 mètres linéaires sur l'année 2024. Ça veut dire qu'avec ce 87 km que vous nous annoncez, on est dans un renouvellement de voirie entre tous les 100 ans ou tous les 160 ans. C'est ça la réalité budgétaire voirie de la commune de Melesse. C'est-à-dire que le budget que vous allouez à la voirie correspond à un renouvellement des voiries en moyenne tous les 140 ans. Je m'interroge, monsieur le maire, sur le montant alloué au renouvellement des voiries. Votre interrogation sera notée au procès verbal et je propose de voter le recensement des 87 328 mètres. On note, vous avez pas. Écoutez, je reviens sur le sujet de la délibération, cher monsieur. Qui ne prendra pas au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point suivant, justement la question qu'a abordée M. Ferret, mais dans la délibération, c'est le classement de chemin du domaine privé dans le domaine public. C'est ça. Madame Massé. Je pense que tu viens de dire exactement le sujet de la délibération. Et du coup, voilà, c'est vraiment de classer les domaines privés dans le domaine public. Faire passer ces routes-là du domaine privé au domaine public de la commune. Pour un total de 2042 mètres. Pour un total de 2042 mètres dans le tableau de synthèse. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc nous le validons. Le point suivant, le point 6, je le retire de l'ordre du jour. Le document final n'est pas tout à fait bouclé. On passe donc directement au point 7. Mise à disposition des salles municipales et du matériel, définition des critères de gratuité. Pardon, monsieur. Juste sur le point 6 que vous retirez de l'ordre du jour, est-ce qu'il serait possible que ce document soit vu en commission de façon un peu approfondie? Il a été vu. Il a été vu. Alors, moi je souhaiterais qu'il soit vu en commission d'urbanisme, si ça est possible, ou à minima en commission des finances, puisque la commission des finances peut voir absolument tous les documents. Je pense qu'il y a un certain nombre d'oublis, rien de dramatique, mais je pense qu'à partir du moment où on fait, et d'ailleurs le travail qui a été fait est absolument remarquable, mais il y a un certain nombre de points qui mériteraient, me semble-t-il, d'être rajoutés ou précisés. Donc je pense qu'un travail en commission un peu approfondi rendrait le document plus utile et qu'il correspondrait mieux à la réalité de nos besoins. Je pense en particulier à l'occupation des domaines publics par les uns ou par les autres, au-delà des quelques exemples qui ont été mis en avant sur les terrasses de restaurants. Bien, ce point-là, il a été vu en commission et va être retravaillé pour être présenté à un prochain conseil. Le point 7, Madame Marzin. Donc il est proposé d'apporter une modification aux modalités de location ou de mise à disposition des salles municipales et du matériel, comme suit, avec l'application à partir du 1er septembre 2025. Donc la gratuité d'utilisation des salles s'appliquera aux associations déclarées loi 1901 dont le siège social est situé à Melesse et dont l'objet concourt à la vie citoyenne melessienne. Tout d'abord, pour leurs activités régulières, hebdomadaires, soit leur bimensuelle ou mensuelle, telles que définies chaque année en lien avec la ville de Melesse, ainsi que pour leur assemblée générale annuelle ordinaire. Pour les actions inscrites dans la programmation culturelle de la ville, dont les modalités seront définies par la commission municipale culture, patrimoine, historique et culturel. Pour les associations dont l'objet déclaré est l'action caritative dans le strict cadre des valeurs et lois républicaines, et pour les réunions régissant la vie associative de l'association, bureau, CA, coordination. Aux associations loi 1901 intercommunales ou départementales dont le siège social se situe en dehors de Melesse, si ces dernières interviennent en direction des Melessiens.
aux organismes et services sociaux et de santé qui œuvrent pour la population meulésienne, aux acteurs et aux partenaires de projets et ou dont l'action concourt à la vie citoyenne meulésienne, sous condition de l'avis favorable de la commission vie citoyenne et solidarité ou à défaut de l'élu référent. Pour les rassemblements familiaux après obsèques dont l'inhumation a eu lieu au cimetière de Melesse ou si le défunt ou ses ayants droit sont domiciliés à Melesse, sous réserve de la disponibilité des salles municipales. La mise à disposition de la salle Champ-Courtin, de la salle des associations et de la salle polyvalente pour les événements ponctuels. Pour ces événements ponctuels, chaque association meulésienne pourra bénéficier annuellement d'une mise à disposition gracieuse des salles Le Champ-Courtin, salle des associations ou salle polyvalente, dans la limite d'un temps d'occupation maximum de 36 heures. Au-delà de cette mise à disposition gracieuse pour un événement, l'association devra s'acquitter au tarif de location des salles en vigueur. Est exclu d'une mise à disposition gracieuse tout événement impliquant une entrée et ou une participation payante obligatoire du public pour y participer et ne remplissant pas les critères précisés au point 1 de la présente délibération. Cette gratuité sera appliquée sous condition que les guides d'association aient transmis la déclaration de leur statut et de la liste actualisée des membres de leur bureau, ainsi qu'une attestation d'assurance en vigueur garantissant les risques liés à leur occupation de la salle et au matériel mis à leur disposition. Lors de leur demande de réservation, les associations devront fournir un exemplaire de l'affiche publicitaire de l'événement organisé ou, à défaut, tout élément de communication à destination du public. Ces mêmes dispositions seront appliquées pour les événements ponctuels organisés par les fédérations auxquelles les associations meulésiennes sont affiliées. L'usage du matériel communal. La gratuité s'applique au matériel annoncé dans l'inventaire rattaché à la salle mise à disposition ou louée. Dans le cas où les utilisateurs souhaiteraient un complément de matériel et ou modulation des espaces prévus par la ville de Melesse, le tarif en vigueur s'appliquera. Le demandeur prendra contact avec les services municipaux pour retirer et remiser ce matériel. Une mise à disposition ainsi qu'un transfert gracieux du matériel communal peut être assuré par les services municipaux dans le cadre d'un projet en partenariat avec la mairie et les acteurs locaux, dans le cadre d'un projet dont l'objet de l'événement concourt à la vie citoyenne meulésienne, sous réserve que cette disposition ait reçu un avis favorable de la commission vie citoyenne et solidarité ou, le cas échéant, de l'élu référent. Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives. Je voudrais juste rajouter une information à la destination de Madame Renaud. Vous aviez soumis, Madame Renaud, de retirer la salle, les salles polyvalentes et le Champ-Courtin pour les rassemblements familiaux. Je me suis rendu compte cet après-midi que ma réponse était restée bloquée dans la boîte d'envoi. Je m'en excuse. Et donc, compte tenu du fait que ces événements, bien sûr, ne peuvent pas être programmés et que l'on essaye de répondre au maximum à la demande, je n'ai pas souhaité retirer ces salles pour pouvoir répondre aux familles qui le souhaitent, si les salles sont disponibles. Je vous présente mes excuses par rapport à l'absence de réponse. Merci. Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, j'aimerais bien avoir une explication sur la phrase qui figure page 12. En haut, paragraphe C, vous écrivez « Pour les associations dont l'objet déclaré est l'action caritative, rien, dans le strict cadre des valeurs et lois républicaines. » Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, tout d'un coup, sur cet aspect-là, sur cette ligne-là, à cet endroit-là, vous faites figurer cette mention? Les lois républicaines, Madame Barzin, rassurez-moi, elles s'appliquent à toutes les autres lignes du document. D'accord. Alors, pourquoi ajoutez-vous sur cette ligne-là tout spécifiquement dans le strict cadre des valeurs et des lois républicaines? Alors,
dans une demande de mise à disposition de salles, il est important de bien percevoir l'objet de l'association et de ne pas laisser passer des intentions qui ne seraient pas dans ce cadre des lois républicaines. C'est juste la raison. Vous voulez dire que la préfecture pourrait laisser des associations être créées en dehors des valeurs et des lois de la République? Simplement, je m'interroge. Madame Virol. Simplement, Monsieur Marvaux, il s'agit juste d'une précaution prise et d'une précision prise pour nous assurer qu'en effet, tous les prêts de salles s'adresseront bien à des associations qui respectent tout simplement en effet le cadre républicain. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ce que fait le préfet. Le préfet fait son travail. Les élus font leur travail. Pardonnez-moi, madame, c'est pas ce que vous écrivez. Ce qui est écrit, monsieur Marvaux, c'est que c'est simplement une action caritative dans le strict cadre des valeurs et des lois républicaines. Il n'y a rien à aller chercher au-delà. Tout ce qui est à comprendre est dans les mots qui sont écrits sous vos yeux. Madame, il n'y a rien d'autre à aller chercher. Vous auriez écrit que toutes les associations de Melesse devaient respecter, parce que la commune y ferait une attention toute particulière, les valeurs et les lois de la République, en dehors du fait que ce serait totalement inutile juridiquement, mais en chapeau de la délibération, je vous l'aurais volontiers accordé. Ça n'avait aucun intérêt, mais ça pouvait être écrit. On a toujours le droit de rappeler le bon sens. Oui, on est d'accord. Mais vous venez pas le mettre en chapeau de la délibération, vous venez le mettre au petit c du 3e paragraphe, et vous ne l'appliquez qu'aux associations caritatives. C'est là où je ne vous comprends pas. Et pardonnez-moi, la réponse que vous me faites, elle n'est pas claire. Mais après, c'est votre réponse. Tant pis, j'y peux rien. C'est la réalité simplement. D'accord. Donc les autres associations, elles, peuvent ne pas respecter les valeurs de la République et ne pas être républicaines. Elles le respectent. Bah non, c'est pas ce que vous écrivez, monsieur le maire. C'est élémentaire, monsieur le maire. Je sais pas, vous l'écrivez à cet endroit-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous l'écriviez, mais écrivez-le en chapeau de la délibération. Moi, je vous suggère, monsieur le maire, de réécrire cette délibération parce qu'elle présente un caractère illégal du fait que vous demandez à une partie des associations de respecter les valeurs et les lois de la République. Moi, j'espère que toutes les associations respectent les valeurs et les règles de la République. Et j'espère que, monsieur le préfet, je n'ai pas le doute là-dessus, sur les services de la préfecture, qu'aucune association en France, et d'ailleurs, lorsque c'est le cas, elles sont dissoutes par décision du Conseil des ministres, respecte les valeurs et les lois de la République. Donc pourquoi est-ce que vous venez tout d'un coup l'ajouter au petit c de la page? Je m'interroge. Et j'ai pas de réponse très claire. Si c'est redondant, au titre de ce petit C là, bah, c'est vous pourriez faire une référence à la Constitution à ce moment-là. Pour moi, c'est les actions caritatives. Pour vous, c'est pas le sujet. Bah si, c'est le sujet, j'ai le droit de parler. Non, la loi, comme... c'est pas pour vous, c'est pas un avis perso. Vous avez exprimé, j'ai le droit d'exprimer. Oui, mais levez la main et demandez la parole à monsieur Dumas, ce que vous n'avez pas fait. Bon, parce que ce que je pense, c'est l'action caritative qui est prise au sens des cadres et des lois de la République. C'est pas l'association. Et je pense que c'est là que vous ne comprenez pas bien l'action caritative est définie par des lois. Vous connaissez la virgule ou vous ne connaissez que les chiffres faux? Vous connaissez aussi la virgule. Donc quand vous voulez préciser les choses, mettez de la ponctuation. Mettez de la ponctuation si c'est ça. Or c'est pas ce que dit la ponctuation du texte que nous avons sous les yeux. Donc monsieur le maire, vous retirez la délibération pour la réécrire, bon, ou alors vous retirez cette formule, comme je vous le demande, mais je vous le demande, il n'y a pas besoin de la retirer. Très bien monsieur le maire, c'était une question. Je serai donc au vote. Pardon, monsieur Molès. Oui, je me posais juste la question justement sur les points A, B, C, D qu'on a mis pour les associations meulésiennes et on met à part les associations intercommunales. Est-ce qu'elles ne répondent pas aux mêmes exigences? Peut-être pas républicaines. Pardon? Au bon commentaire, merci. Dans la question que pose... Oui, j'ai compris la question de Laurent, mais je n'avais pas entendu le commentaire de M. Comment aux associations intercommunales et départementales? Oui, est-ce que on a détaillé finalement un certain nombre de critères pour les associations meulésiennes, mais on ne redétaille pas ça? Parce que les associations meulésiennes ont une présence assez organisée, entre guillemets. Pour ce qui est des associations intercommunales, c'est plus fluctuant dans l'organisation des mises à disposition ponctuelles. Et c'est souvent plus ponctuel.
Je ne sais pas si je suis claire. Et j'avais un autre point, une autre question sur les 36 heures. Je me suis posé la question, 36 heures d'affilée ou cumulées sur l'allocation Alors, 36 heures d'affilée, l'amplitude de 36 heures, parce que si l'association a besoin de faire une installation, on va dire le vendredi pour le samedi, de manière à ce qu'il y ait, même si on est sur 2 jours, ça puisse se faire. Ça a été évoqué en commission et nous nous sommes mis d'accord sur ce temps de présence. Oui, on ne parle pas, sauf erreur de ma part, de l'occupation des salles pour alors des groupes politiques dans un grand, entre guillemets, c'est-à-dire votre groupe majoritaire, notre groupe minoritaire, pour l'occupation des salles et éventuellement, éventuellement pour des réunions publiques. Ça, c'est géré au titre du CGCT. D'accord. Comment? Et j'accorde en fonction de toutes les formations politiques. C'était pas forcément les formations politiques, mais c'était les groupes du conseil municipal. Oui, mais ça reste. Il y avait une autre si, monsieur Marron. Vous écrivez 2 pages entières. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas reprendre les quelques éléments qui ont été soulevés là et les rajouter très tranquillement dans cette délibération? Ce qui est écrit, c'est toujours mieux. Moi, vous me dites, ce sera ma simple j'accorderai ou je n'accorderai pas. Bah, écrivez-le. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas dans la délibération? Ce serait plus clair. Vous en rajoutez et vous ne mettez pas, par exemple, la mise à disposition des salles pour les groupes d'élus du conseil municipal. Voilà, mais parce que c'est réglé par ailleurs. Donc, vous me direz où? Vous me direz où? On est dans un Madame, j'ai posé une question, vous me direz où c'est réglé, d'accord? À quel endroit? On n'a pas besoin. Non mais, vous venez de me dire, monsieur le maire, vous venez de me dire que c'était réglé ailleurs. Je vous demande juste de me dire où. Nous n'avons pas besoin de cette délibération à proprement parler pour mettre à disposition, pour accorder l'utilisation de salles par des groupes. Très bien. Ben, vous me dites, monsieur le maire, en vertu de quoi vous avez cette autorisation? Je vous le dirai, mais il n'y a pas à rajouter. Pardon, madame Marzin. Là, nous sommes sur le secteur associatif. Nous sommes une association, madame. Oui. Pas parce que la vôtre dort un peu que je n'en ai pas une. Oh, mais vous arrêtez un petit peu. Vous commencez à S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je soumets à votre validation. Je propose donc aux membres du conseil municipal de valider les critères de mise à disposition des salles municipales et du matériel municipal qui ont été énoncés et de m'autoriser, moi, mon représentant, à signer tout document y afférent. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons et je vous remercie. Le point suivant. Demande de subvention des festivités de la Sainte-Barbe. Madame Marzin. Nous sommes toujours dans le secteur associatif. Demande de subvention dans le cadre des festivités de la Sainte-Barbe pour l'amicale des sapeurs-pompiers de Melesse. Donc, j'informe le conseil municipal d'une demande de subvention formulée par l'amicale des sapeurs-pompiers de Melesse dans le cadre du soutien de la municipalité aux pompiers volontaires de la ville de Melesse et relativement aux festivités de la Sainte-Barbe qui se sont déroulées le samedi 7 décembre 2024. Il est proposé de verser une subvention à hauteur de 30 € par repas et par pompier en fonction, soit la somme de 750 €. Les crédits sont inscrits au budget 2020. Merci beaucoup. Je soumets à votre validation. Valider cette allocation de subvention de 750 € et de m'autoriser, mon représentant, à signer tout document y afférent. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Validons, je vous remercie. Le point 9. Tarifs municipaux pour l'année 2025.
Madame Marzin. Donc, sur proposition de la Commission des citoyennes et solidarité réunie le 12 novembre 2024, il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur une revalorisation des tarifs municipaux et des tarifs de location des salles communales pour l'année 2025, comme indiqué sur les tableaux annexés à la présente délibération. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2025. Et vous aviez les tarifs en annexe. Des questions? Je soumets donc à votre validation en demandant au Conseil de vouloir approuver les tarifs municipaux pour l'année 2025 figurant en annexe et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à signer tout document y afférent. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point 10, convention de mise à disposition de silos. Madame Sophie Ledré-Anquenec de présenter ce point. La délibération pour informer le conseil municipal que dans le cadre du stockage des boues de la station d'épuration, Madame Marie-Jeanne Simon met à disposition de la commune de Melesse un silo de 450 m3 au lieu dit les Champs Choirin, 35 520 Montreuil-le-Gard, moyennant une rémunération annuelle de 3 285 € à partir du 1er janvier 2025 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Il y avait la convention en annexe. Merci. Question particulière, monsieur Ferrand. Oui, dans la délibération, vous nous parlez de convention de mise à disposition de silos. Et en fait, il faut mettre convention de mise à disposition d'une fosse de stockage. Donc, je voulais savoir si c'était un silo ou une fosse de stockage, puisque ça apporte sur les délibérations 10 et 11. On a la même chose. Enfin, c'est la même délibération, mais c'est pas la même chose. Un silo, une fosse, c'est pas exactement la même chose. Concrètement, Monsieur Dumas. Concrètement, si les silos, c'est ce que tu peux voir quand tu te promènes sur les chemins où les agriculteurs mettent les lisiers. Et donc c'est ça qu'on appelle soit silo, soit fosse de stockage. Je dirais que pour le coup, c'est la même chose. C'est pas une fosse enterrée. Parce que comment quand on pense fosse, quand on écrit fosse, on pense enterrée. Elles sont généralement enterrées. Elles sont enterrées généralement. Voilà. Mais bon, ça serait bien de préciser la chose, de ne pas parler de silo, mais de parler de fosse. Enfin, on est en termes de vocabulaire de même propos. Ça permet justement d'éviter d'avoir ce précisera dans la délibération. Voilà. Deuxième question, je voulais, nous voudrions savoir combien aujourd'hui il y a de silos mis à disposition pour la ville de Melesse. Ah oui, c'est une question que vous avez déjà posée, ça vous la posez régulièrement. Et ouais, parce que chaque année on en a des nouvelles conventions, donc ça permet de réutiliser les données. Ça, c'est pas un nouveau, ça. Ça, c'est pas un nouveau, ça, c'est un renouvellement. Alors, je vous demande juste combien il y en a. Eh bien, on complétera dans le procès verbal. Ça marche. Et puis j'avais une dernière remarque. Je voulais porter à votre connaissance que certaines stations d'épuration aujourd'hui font de la méthanisation. Oui. Ils sont en recherche. Ils sont en recherche de vous. Sur le bassin rennais, précisément. Donc, je voulais porter ça à votre connaissance. Très bien. Je peux soumettre à votre validation cette délibération concernant la convention avec Madame Marie-Jeanne Simon, qui ne prend pas part au vote. Monsieur Marbeau, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Donc nous validons cette convention. La suivante, Madame Sophie Ledré également. Donc même type de délibération, donc pour le silo ou la fosse de stockage de Madame Manison Pensavat et Monsieur Fabien Massé, donc il y a une erreur dans le titre de la ville, c'est Manison. Donc pour la mise à disposition dans le cadre du stockage des boues de la station d'épuration, donc Madame Manison Pensavat et Monsieur Fabien Massé mettent à disposition de la commune de Melesse un silo de 600 m3 au lieu dit la rivière 35 520 Melesse, moyennant une rémunération annuelle de 4 375 € à partir du 1er janvier 2025 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Et là aussi, c'est un renouvellement. C'est pas un nouveau. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Massé et M. Marot. Qui est opposé? Il souhaite s'abstenir.
L'intervention, nous l'avons validée. Le point 12, convention avec la SPL Eau du bassin rennais pour la facturation de la collecte de reversement des redevances d'assainissement collectif. Monsieur Dumas. La collectivité Eau du bassin rennais est compétente en matière d'eau potable sur le territoire de la commune de Melesse et a décidé lors de son comité syndical du 28 septembre 2021 de confier l'exploitation de la distribution d'eau potable sur ce même territoire à la SPL, Société publique locale Eau du bassin rennais, à compter du 1er janvier 2025. Les redevances d'assainissement étant assises sur le volume d'eau prélevé par les usagers sur le réseau public d'eau potable, une plutôt aux sources, l'article R2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales permet aux gestionnaires du service d'assainissement de confier à l'exploitant du service de distribution d'eau potable le recouvrement en son nom et pour son compte de la redevance assainissement. La commune assure en régie la compétence assainissement collectif et entend donc confier à la société publique locale Eau du bassin rennais le recouvrement des redevances d'assainissement collectif qu'elle a institué. Ce recouvrement s'entend sur les parts collecte et traitement. Aussi, il convient de conclure une convention avec la SPL Eau du bassin rennais afin de définir les obligations respectives de chaque partie. La durée de la convention est calquée sur la durée de la convention de délégation du service public conclue par la collectivité Eau du bassin rennais et la société publique locale Eau du bassin rennais, renouvellement conclu, avec cependant une possibilité de résiliation. À titre de rémunération, la SPL percevra annuellement 3,86 € par abonné actif au service d'assainissement collectif et au service d'eau potable en place au 31 décembre de l'année considérée, 10 € par abonné actif au service d'assainissement, non abonnés au service d'eau potable. Je peux préciser qu'il y a très peu d'abonnés au service d'assainissement qui ne seraient pas abonnés au service d'eau potable. Les montants seront révisés chaque année par application d'une formule de révision et il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes de la convention dont le projet est, si annexé, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer cette convention et tout document y afférent. Merci beaucoup. C'est particulier. Je soumets donc à votre validation. En vous proposant d'approuver les termes de cette convention et de m'autoriser moi-même, mon représentant, à signer les documents. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Narbeau, Madame Massé. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons. Merci. Le point 13, fixation d'une redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2025. Monsieur Dumas. Donc il y a un paquet de textes en référence que je peux peut-être faire. Vous aller directement au texte. Bon, en gros, considérons que la redevance prélèvement est maintenue, mais que les redevances donc de l'agence de l'eau, la pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025 par une redevance de consommation d'eau potable facturée à l'abonné à l'eau potable, excepté les consommations destinées aux activités d'élevage si elles font l'objet d'un comptage spécifique, et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d'eau, dont les sommes encaissées sont reversées à l'agence de l'eau selon les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, et de 2 redevances sur performance des réseaux d'eau potable d'une part et des systèmes d'assainissement collectif d'autre part. Concernant la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, c'est celle qui concerne la commune puisqu'on a délégué la compétence eau potable à la collectivité Eau du bassin rennais. Elle est facturée par l'agence de l'eau aux communes ou leurs établissements publics compétents pour le traitement des eaux usées, maîtres d'ouvrage des stations d'épuration qui en sont les redevables. Le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d'assainissement collectif, stations d'épuration et l'ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station d'épuration de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées, maître d'ouvrage de la ou des stations d'épuration.
Il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 au minimum, l'objectif de performance maximale atteint, et 1, objectif de performance minimale non atteint, pas d'abattement de la redevance dans ce cas. L'assiette de la redevance est constituée par les volumes facturés durant l'année civile, et l'agence de l'eau facture la redevance à la collectivité au cours de l'année civile qui suit. La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l'assainissement collectif sous forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance assainissement et doit faire l'objet d'une individualisation sur la facture d'assainissement. Considérant que l'agence de l'eau Loire-Bretagne a fixé à 0,28 € par mètre cube le tarif de base de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2025. Considérant également que pour l'année 2025, le taux de modulation est fixé forfaitairement à 0,3, c'est-à-dire la valeur minimum pour la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif, la performance des systèmes d'assainissement n'étant pas prise en compte pour cette première année. Considérant qu'il convient de fixer le tarif de la contre-valeur pour la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif qui doit être répercuté sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini, considérant qu'il appartient à la société publique locale Eau du bassin rennais de facturer et d'encaisser auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d'eau assaini et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du contrat et du mandat d'encaissement, considérant enfin que le supplément de prix redevance pour la performance des systèmes d'assainissement constitue un élément du prix du service public de l'assainissement collectif, doit donc être assujetti à la TVA au taux de 10%. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de fixer à 0,084 € hors taxe par mètre cube la contre-valeur correspondant à la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini applicable à compter du 1er janvier 2025. Que cette contre-valeur de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif soit facturée et encaissée auprès des usagers du service public de l'assainissement collectif et reversée à la commune au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées selon les modalités déterminées dans la convention du mandat d'encaissement. Merci beaucoup. Je vais compléter. Je crois qu'il y a des questions. C'est une évolution dans la manière de collecter ces sommes et de préciser leur objet qui s'applique à compter du 1er janvier prochain. En gros, en résumé, on considère la première année que tous les systèmes d'assainissement collectif Loire-Bretagne sont au maximum de la performance. Et ensuite, en fonction d'indicateurs qui seront définis par les agences de l'eau, on aura une modulation pour l'autorité en charge des stations d'épuration. Donc cette année, c'est la commune de Melesse. Éventuellement, si la communauté de communes prend la compétence en 2026, c'est elle qui sera jugée. Et donc la performance globale de la collectivité qui sera mesurée. Okay. Je soumets à votre validation, tel que M. Lima vient de nous présenter. Qui ne prend pas part au vote? M. Marvaux. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc nous le validons, M. Marvaux n'ayant pas participé au vote, si j'ai bien. Tout à fait, monsieur le maire. Le point 14. Convention de partenariat relative à l'installation d'abris bacs dédiés à la collecte de déchets alimentaires. C'est Mme Sophie Audrey-Kérégu qui présentera ce point. On fait référence à la loi AGEC du 10 février 2020 prévoyant l'obligation de tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets au 31 décembre 2023. Le statut du SMICTOM Val-Cobreïs qui exerce les compétences de collecte des déchets ménagers et assimilés. La délibération 2024-13 du comité syndical du SMICTOM en date du 17 avril 2024 adoptant les modalités de collecte des déchets alimentaires en point d'apport et également à l'avis de la commission en transition écologique et énergétique
environnement et cadre de vie en date du 4 décembre 2024. Considérant que le SMICTOM Val-Cobreïs va réaliser une expérimentation dans la collecte des déchets alimentaires, je vous informe qu'une convention va être passée avec le SMICTOM Val-Cobreïs pour la mise en place d'abris-bacs de collecte de biodéchets sur la commune à titre expérimental. On aura 2 bacs qui seront mis en place sur des sites à proximité d'habitats denses de centre-ville, moins facile pour le compostage individuel. La présente convention a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et financières pour la mise en œuvre, l'utilisation et l'exploitation de points d'apport volontaires dédiés à la collecte des déchets alimentaires. Celle-ci permettra de formaliser les engagements réciproques du SMICTOM Val-Cobreïs et de la commune de Melesse. La signature par les 2 parties de la convention conditionne l'installation et l'ouverture des points de collecte. Donc il est proposé d'approuver la convention. Vous avez en pièce annexe la convention, la délibération du comité syndical et également la visualisation de l'emplacement des 2 points. Donc un aux places de l'église à Melesse au niveau des points d'apport volontaires existants et un au niveau de la rue d'Anguera également à côté des points d'apport volontaires. Merci beaucoup. Si je peux amener précision. En fait, c'est dans le cadre du développement de la collecte des biodéchets, donc qui a démarré au niveau du SMICTOM dans les cantines scolaires de la collectivité, qui s'est développé en ouvrant à des établissements publics ou maisons de retraite ou choses comme ça. Et donc là, on est à la 3e étape où on expérimente la collecte auprès du public. Il ne s'agit pas de généraliser, puisque à l'heure actuelle, c'est toujours le compostage individuel qui est favorisé, le compostage individuel ou collectif. Mais c'est une interprétation parce qu'on voit que dans les secteurs les plus denses, dans les immeubles, ça ne marche pas forcément super bien. Donc on veut compléter l'offre et donc on teste cette solution et qui pourra être ensuite élargie si l'expérimentation m'amène de mon avis. Merci de ces compléments. Je peux soumettre à votre validation l'approbation de cette convention de mise en place d'abris-bacs de collecte des biodéchets avec le SMICTOM Val-Cobreïs et de m'autoriser, moi, mon représentant, à signer les documents relatifs à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Bravo. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Adopté, et je vous remercie. Le point suivant. Mobilité. Monsieur Dumas, concertation proposée. Donc, il s'agit de la liaison cyclable Montreuil-le-Gard-Melesse-Saint-Grégoire, et donc une concertation proposée en parallèle des études d'aménagement. On a eu une commission mixte équipement public voirie à ce sujet, on a présenté les éléments. Donc la concertation doit être réalisée avant de pouvoir réaliser le projet de la piste cyclable, et ça c'est une obligation compte tenu du montant de l'opération qui va dépasser le seuil au-delà duquel on doit réglementairement faire une concertation. Je pense qu'elle aurait eu lieu même si on était resté en dessous, mais là le seuil risque d'être dépassé. Donc je vous informe de la procédure de concertation qui sera réalisée par le département dans le cadre de la création de cette piste cyclable entre Melesse, Montreuil-le-Gard et Saint-Grégoire. La concertation doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que soient prises des actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, comme la déclaration d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet. L'estimation du montant du projet Montreuil-le-Gard-Melesse-Saint-Grégoire au stade des scénarios dépasse le seuil des 1,9 million d'euros pour les aménagements situés en zone urbaine, zonage U ou AU des documents d'urbanisme de Saint-Grégoire et Melesse. Ce projet est donc soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L103-2-3 du Code de l'urbanisme. La présente délibération présente en conséquence les objectifs ainsi que les modalités de la concertation avec le public et les acteurs locaux. Donc en ce qui concerne les objectifs, elle a pour objectif de faire connaître l'existence du projet au public en fournissant une information claire à destination d'un large public afin de permettre à toute personne intéressée de faire part de ses interrogations, de s'exprimer et d'enrichir l'élaboration du projet. Les enjeux, on recoupe différents enjeux, une projection dans un horizon de changement des pratiques de mobilité, une justification de la temporalité de réalisation du projet, une explication sur les enjeux de sécurité et d'appropriation des pistes, une explication sur les enjeux liés au coût de réalisation des projets. En ce qui concerne la temporalité, la concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration du projet.
Une première phase de concertation relative au choix du faisceau se déroulera au premier semestre 2025. Une seconde phase de concertation portera autour du ou des faisceaux qui seront retenus et de leurs micro-variants, suite à l'aboutissement de l'étude du tracé envisagé fin 2025, début 2026. Elle s'adressera plus spécifiquement aux parties prenantes du projet, propriétaires, exploitants, entreprises, collégiens, etc. Les invariants de la concertation, donc en préalable, l'itinéraire cyclable traverse un périmètre d'études relevant des compétences du département d'une part et de Rennes Métropole d'autre part. Les faisceaux étudiés pourront ainsi, selon les territoires traversés, présenter des caractéristiques techniques distinctes, en cohérence avec les politiques d'aménagement spécifiques des deux collectivités, liées aux particularités de leur propre réseau routier, comme on peut le voir notamment sur la liaison la Mézières-Montgermont, qui aura des caractéristiques un peu différentes sur la partie départementale et sur la partie Rennes. Les éléments qui ne seront pas soumis à débat dans le cadre de la concertation, ce sera le haut niveau de service des pistes cyclables dans le respect du référentiel technique cyclable départemental sur le périmètre d'études relevant du département et le niveau de service proposé en référence au livret technique des aménagements cyclables métropolitains sur le périmètre d'études relevant de Rennes Métropole. Les caractéristiques techniques de réalisation des pistes cyclables qui en découlent, la sécurité des infrastructures, conditions de mise en usage des pistes. Les publics concernés, donc ce seront les élus du territoire, les habitants, les associations locales, les établissements scolaires, les employeurs, ainsi que toute autre personne concernée, notamment les propriétaires fonciers et les agriculteurs. En ce qui concerne les modalités de la concertation qui seront mises en œuvre, elles seront les suivantes. En première phase, concertation préalable au choix du faisceau au cours du premier semestre 2025. En réunion de commission, on a présenté les 3 faisceaux qui étaient envisagés. Donc pour chacun des trajets entre Montreuil-le-Gard et Melesse d'une part et entre Melesse et Saint-Grégoire d'autre part, il y a 3 faisceaux qui seront proposés à la concertation. Donc il y aura une première réunion publique de lancement de la concertation avec une réunion publique de restitution des éléments de concertation. La date que j'avais donnée du 4 février risque d'évoluer, donc ne la retenez pas tout de suite, puisque a priori ça va être un petit peu décalé en raison des agendas de différentes personnes. Il y aura une exposition qui vise à informer sur le projet associé à un cahier de recueil des avis des habitants. Donc cette exposition sera dans les différentes mairies concernées. Donc on définira l'emplacement les plus adéquats pour cette exposition. La mise à disposition du public d'une page web dédiée au projet dont l'accès sera précisé sur le site institutionnel du département, mais qui sera également relayé sur le site institutionnel de la mairie de Melesse. Des ateliers participatifs de détermination des atouts et des faiblesses des faisceaux, associant notamment les riverains, les agriculteurs, les associations et le canton. La réalisation d'un bilan de la concertation qui sera joint au dossier d'enquête publique. Et donc, une fois qu'on aura terminé cette première phase, il y aura une deuxième phase qui sera une concertation pour préciser le scénario retenu avec éventuellement des micro-variantes. Et ça, ce sera fin 2025, début 2026, avec des rencontres bilatérales avec les parties prenantes les plus concernées, et en particulier les riverains, les exploitants agricoles, les propriétaires fonciers, etc. Et donc un bilan de la concertation sera établi à l'issue de cette concertation, mise à disposition de la première phase, mise à disposition du public sur le site internet dédié au projet, ainsi que dans les mairies des communes concernées par le projet. Un bilan global de la concertation sera réalisé à la suite de la seconde phase et sera également mis à disposition du public sur le site internet dédié au projet et dans les mairies des communes concernées. Le bilan permettra d'apprécier et de partager l'ensemble de la démarche et du projet. Il sera soumis à l'approbation de la commission permanente et fera partie du dossier d'enquête publique. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les objectifs et les modalités de la concertation sur ce projet de liaison cyclable île et vélo Montreuil-le-Gard, Melesse, Saint-Grégoire, tel que présenté ci-avant, d'autoriser le président du département à adapter par décision les modalités de la concertation et notamment pour tenir compte de l'avancée des missions techniques et des éléments en lien avec la concertation elle-même. Merci. Il y a des questions. On passe. Oui, il n'y a pas de questions.
Souhaitez des précisions? Monsieur Margot. Je m'interroge, monsieur le maire, sur une délibération du conseil municipal de Melesse qui autorise le président du conseil départemental à faire quoi que ce soit. Le président du conseil départemental n'a absolument pas besoin du conseil municipal de Melesse pour prendre la décision, les décisions qu'il souhaite. Je ne vois pas pourquoi on rajoute que le président, nous autorisons le président. Moi, je n'autorise pas le président a ses fonctions, il a une assemblée délibérante qui l'autorise ou pas à prendre telle ou telle décision. Mais une fois de plus, on rédige. Devriez signer le roman. Bien. Ça, c'est inutile. Le département qui nous a envoyé le modèle de délibération à passer, j'avoue que... Mais je pense que c'est pas le conseil municipal qui a besoin d'autoriser. Copier-coller, monsieur. Ce qui est important, c'est que nous, conseil municipal de Melesse, nous approuvions les objectifs et les modalités de la concertation sur ce projet de maison. Nous sommes là-dessus parfaitement d'accord. D'accord, effectivement, si les modalités devaient changer à la marge, on serait obligé de délibérer, alors que là, le président du département, on peut lui donner délégation pour adapter par décision et sans repasser devant tous les conseils municipaux les détails de concertation, dans la mesure où on a approuvé les objectifs et les modalités. Je pense que c'est pas gênant d'autoriser le président du département à adapter. Vous pouvez l'autoriser à ce que vous voulez. C'est superfétatoire, mais vous pouvez effectivement l'autoriser à ce que vous voulez. Voilà. Ça interdit d'écrire des bêtises. À adapter. À adapter, c'est pas à refaire. Pour une raison de la consultation La formulation telle que proposée, elle est proposée par le département, c'est ce que vous dites. Et même si c'est superfétatoire, comme vous dites, je propose d'approuver ceci. Qui ne prend pas part au vote? Messi ne prend pas part au vote. Qui est opposé? Souhaite s'abstenir. Bravo, merci. Le point suivant, budget principal et budget d'assainissement collectif, autorisation d'engagement de liquidation de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2025. Monsieur Dubin. C'est un point qui a également été vu en commission finance en date du 4 décembre 2024, en considérant la nécessité d'engager certaines dépenses d'investissement sans attendre le vote du budget primitif du nouvel exercice. Il est rappelé au conseil municipal que l'article L 712-1 du Code général des collectivités territoriales précise que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, monsieur le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Les dépenses d'investissement ne peuvent être réalisées qu'après le vote effectif du budget. Cependant, pour permettre au service de disposer de crédits d'investissement disponibles dès le 1er janvier 2025, monsieur le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ou les dépenses incluses dans une autorisation de programme de l'exercice N-1. En conséquence, il est proposé d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025 pour les budgets suivants dans les limites indiquées ci-après. Et donc les limites, en fait, on est allé affiner le travail par rapport aux 25%. On ne les a pas systématiquement inscrites. Parce qu'en fait, si on les inscrit et que derrière on ne les prend pas dans le budget, on est obligé quand même de les inscrire. Donc on a essayé de cibler les investissements pour lesquels on pense qu'il y aura effectivement une réalisation au-delà des 25% qui sont pris en compte. Donc en non affecté, 70 000 euros. Mairie et ateliers municipaux, 12 000 euros. Salle polyvalente, 64 000 euros. École élémentaire, 6 000 euros. Stade et installations sportives, 18 000 euros. Voirie, réseau et autres aménagements, 120 000 euros pour un total de 290 000 euros pour le budget principal. Et sur le budget assainissement collectif, une ouverture de crédit pour des travaux de réseau éventuels à hauteur de 75 000 euros.
Merci. Demande de précision, M. Marvaux. Oui, M. le maire, est-ce que c'est logique qu'il y ait une seule délibération pour évoquer les deux budgets, c'est-à-dire le budget annexe de l'assainissement? Parce que ça m'empêche, en ce qui me concerne, ça empêche un vote. Donc j'aurais voulu pouvoir me positionner sur l'un et sur l'autre de façon différenciée. Oui. Je sépare le vote du budget principal du budget annexe assainissement collectif. Merci, M. le maire. Donc la validation sur le budget principal, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, 5, qui souhaite s'abstenir. Ok, donc nous le validons. Sur le budget assainissement collectif, qui ne prend pas part au vote, bravo, qui est opposé, 4, qui souhaite s'abstenir. Ok, donc nous le validons. Merci. Le point 17, M. Dumas, modification des APCP. Donc, en fait, c'est un point qui est relatif au changement de procédure comptable. On passe à la 157 et sur la précédente nomenclature, on pouvait décaler sans avoir à prendre une délibération les autorisations de programme d'une année sur l'autre, alors qu'en M57 est obligé de décaler. Donc, comme certains investissements n'ont pas été réalisés complètement en l'année 2024, il faut qu'on redélibère pour permettre le solde des dépenses en 2025, sachant qu'on n'a pas modifié dans cette délibération les montants en prévu. Donc, considérant la nécessité de modifier les autorisations de programme équipement multifonction et extension de l'école élémentaire pour permettre le solde financier de ces opérations sur l'année 2025, on rappelle au conseil municipal que la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement permet à la ville de Molèze de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l'autorisation de programme. Il est proposé au conseil municipal de décaler les crédits de paiement non consommés de l'exercice 2024 sur l'exercice 2025 pour permettre le paiement des dernières factures sur les autorisations de programme, équipement multifonction et extension de l'école élémentaire. En conséquence, le tableau des autorisations de programme du budget principal est mis à jour aujourd'hui au tableau et il apparaît à l'écran. Il reste en 2025 pour l'équipement multifonction une somme de 304 161,71 € et sur l'extension de l'école élémentaire 296 108,43 €, le tout faisant un total de 600 270,14 €. Et donc, à moins que des questions peut-être. Merci, M. Dumas. Demande de précision. Je soumets à votre validation des APCP pour 2025 sur ces deux opérations. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5. Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Budget principal 2024, la délibération 18, M. Dumas, une DM sur opération d'ordre. Donc, ça concerne deux opérations d'ordre. La nécessité de corriger une écriture d'amortissement passée en 2023 et qui est conforme au souhait de la trésorerie, et la nécessité de modifier les crédits pour l'incorporation des travaux en régie. Alors ça, c'est un point qui ne va pas figurer dans le compte rendu de la commission finance, puisqu'on l'a revu après. Mais il est nécessaire de modifier les crédits pour qu'on puisse comptabiliser les travaux en régie en investissement et apporter dans son budget d'investissement des dépenses d'investissement. Donc, considérant la nécessité d'ajuster les crédits sur ces chapitres 040 et 042, opération d'ordre de transfert entre sections, il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier les crédits budgétaires de la sorte. Donc en dépenses, on rajoute en investissement
34 615 €, et on rajoute en recettes d'investissement 34 615 €, et en fonctionnement, on rajoute en dépenses 34 615 €, et on rajoute en recettes 34 615 €. C'est des écritures qui permettent de clarifier les comptes et qui n'ont pas d'impact budgétaire, puisque, comme vous le voyez, on inscrit les mêmes sommes en dépenses et en recettes, c'est juste on change les intitulés des comptes qui correspondent. Merci beaucoup. Je mets à votre validation l'approbation de cette décision modificative du budget principal 2024, que M. Dumas vient de nous la rappeler, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, 5 oppositions, qui souhaitent s'abstenir. Donc nous le validons en vous remerciant. Le point 19. Tarifs municipaux 2025 pour l'assainissement collectif. Donc c'est un point qui a également été vu en commission. Donc comme pour les autres tarifs municipaux, on a une revalorisation des tarifs à hauteur de l'inflation. Et donc là, ça concerne l'assainissement collectif, la participation du raccordement donc pour les maisons individuelles, appartements, bâtiments professionnels, pour le contrôle de l'assainissement collectif lors de la vente des biens et pour l'élimination des bouches vidanges. Donc vous avez des tarifs sous les yeux pour une maison individuelle, on passe à 600 €. Bon, chacun peut en prendre connaissance. Et donc forfaitairement, la participation financière pour l'assainissement collectif est facturée 1 an après la délivrance du permis de construire. Tout à fait. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Marot. Qui est opposé? 4. Qui souhaite s'abstenir? Merci, nous les validons donc. Et le point suivant sont également des tarifs 2025. Donc, Monsieur Dumas. Ça concerne la location de matériel et des services techniques, location pour les autres collectivités, en particulier. Mais bon, on a des tarifs un petit peu pour tous, c'est des tarifs qui servent très peu, mais qu'il vaut mieux avoir si jamais la demande est formulée, plutôt que de ne pas pouvoir traiter un appareil. Donc ça va de la tondeuse, pas la moto, les tronçonneuses, les broussailleuses à dos, tondeuses, autoporteuses, tracteurs, etc. Et la balayeuse avec mise à disposition d'un chauffeur, donc à 115 €. Voilà. Donc, merci. Je soumets donc à votre validation pour l'application de ces nouveaux tarifs à compter du 1er janvier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point 21. Restauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police municipale. Madame Nestlé. Merci. C'est un point qui a été présenté en CST et qui a demandé d'une part une grande attention, d'autre part quelques explications, puisque là encore, le législateur s'est appliqué à rendre compliqué la rémunération d'une partie de nos agents qui déjà est bien compliquée. Excusez-moi pour cette introduction, mais j'en avais déjà pu en échanger avec les membres du CST. C'est vrai que c'était pas clair du tout. Enfin, c'était pas clair. Ça demande un peu d'attention. Vous le saviez déjà, les agents relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale au régime indemnitaire ne sont pas, les agents de police municipale ne sont pas éligibles au RIFSEP. Depuis juin dernier, il nous appartient à nous, conseil municipal, de fixer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement qui est composée d'une part fixe et d'une part variable pour les agents de la filière de la police municipale qui relèvent des différents cadres d'emploi, qu'il s'agisse des directeurs, des chefs de service, des agents eux-mêmes ou des gardes champêtres. Ce qui est proposé donc ce soir, c'est d'instaurer cette indemnité spéciale de fonction et d'engagement dans la commune de Melesse. Cette ISFE est donc constituée d'une part fixe et d'une part variable. Elle est exclusive de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.
à l'exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes, et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001. Le conseil municipal détermine pour cette indemnité spéciale de fonction et d'engagement, d'une part le taux individuel de la part fixe, d'autre part les critères pour l'attribution de la part variable, et enfin le plafond de la part variable. Les bénéficiaires de cette ISFE sont donc les fonctionnaires de police municipale et ça peut être étendu également aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. L'instauration de cette part fixe de l'ISFE est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé dans la limite de 25% pour le cadre d'emploi des agents de police municipale. L'instauration de la part variable est plafonnée à 2 500 € pour le cadre d'emploi, là encore, des agents de police municipale. Pour apprécier la valeur professionnelle, les critères qui seront pris en compte sont l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la contribution à l'activité du service ou de la direction, la capacité d'encadrement si jamais l'émission le précise, et l'aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, le cas échéant. Ces critères seront appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année N-1. Les modalités d'attribution. Le maire fixera les attributions individuelles par arrêté. Le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts, donc la part fixe et la part variable, respectera les principes définis ci-dessus, donc ce que j'ai balayé déjà. Concernant le versement, la part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement et le montant de la part fixe évoluera selon le traitement soumis à retenue des agents concernés. Concernant la part variable, celle-ci sera versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond. Elle peut être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond. Si, lors de la première application du SFE, après application de la part variable, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, le montant précédemment perçu peut être conservé à titre individuel et au titre de la part variable au-delà du pourcentage de 50% et dans la limite du montant plafond de la part variable. En clair, le montant perçu par chacun des agents municipaux de la commune après application de cette nouvelle prime ne sera pas inférieur au montant perçu avant la mise en place de cette nouvelle prime. Voilà, c'est mieux, c'est à la fois mieux et mieux de le dire. Concernant l'absentéisme, le bénéfice de l'ISFE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement, qu'il s'agisse de congés annuels, de congés maternité ou de paternité et d'adoption, en cas de congé de maladie ordinaire, en cas de congé d'invalidité temporaire imputable au service. En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire est suspendu. Lorsque l'agent est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire antérieurement accordé, l'ISFE qui lui a été versé durant son congé de maladie ordinaire lui demeure acquise. En cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, l'ISFE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Le versement de l'indemnité sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pendant les périodes d'autorisation spéciale d'absence et de départ en formation, sauf les congés de formation professionnelle,
Le versement de l'indemnité sera suspendu pendant les périodes de congé de formation professionnelle de suspension dans le cadre d'une procédure disciplinaire. La mise en place de cette nouvelle prime se fera à partir du 1er janvier 2025. Et comme je vous le disais en introduction, c'est un point qui a été présenté lors du dernier CST et qui a reçu un avis favorable à l'unanimité des votes. Merci beaucoup. Donc, ce que j'invite le conseil municipal, c'est de valider la proposition de 25% de taux de part fixe pour le cadre d'agent d'emploi de la police municipale et à 2 500 € pour le cadre de la part variable pour le même cadre d'emploi des agents de police municipale. Il est précisé que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en vigueur, sans qu'il y ait remise en cause du principe lui-même. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point suivant, Madame Estrie, toujours, modification de la durée. C'est une délibération en 2 temps qui correspond à une demande d'un agent qui souhaite diminuer son temps de travail hebdomadaire. C'est un agent qui est de catégorie C et qui est adjoint territorial du patrimoine et qui, dont le contrat était, la durée de travail était de 25 heures hebdomadaires. Cette ligne sur le tableau des emplois sera donc supprimée, c'est ce qui vous est proposé, pour créer à la place, suite à la demande de l'agent, un poste, un emploi de catégorie C d'adjoint territorial du patrimoine, à temps non complet toujours, mais à raison de 20 heures hebdomadaires. Merci. Cet avis favorable également du CST. Merci. Monsieur Ferrand. Une table d'organisation du service, est-ce que ça va modifier quelque chose? Ça s'appelle un recrutement, ça s'appelle une restriction des heures. À chaque fois qu'un agent demande un changement de volume horaire de son temps de travail ou qu'il quitte la collectivité, nous prenons le temps de réexaminer les besoins du service en lien avec le responsable ou la responsable du service avant de procéder à des ajustements qui pourraient être soit un complément qui pourrait apporter à un agent en temps non complet au sein de la collectivité, soit un recrutement pour un renfort si jamais le besoin était avéré et confirmé. Non, aujourd'hui, le besoin n'est pas particulier. Pour ce qui concerne cette délibération, nous sommes dans le temps d'étude par la responsable du service du fonctionnement du service avec cette nouvelle organisation suite au changement de volume horaire d'un agent de son service. Je mets votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous remercions. La délibération 23, création d'un poste. Oui. Les besoins du pôle éducation enfance-jeunesse nécessitent la création d'un poste d'animateur enfance-jeunesse. Il est donc proposé de créer cet emploi qui pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière animation sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints d'animation. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourraient être exercées par un contractuel relevant du grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe et dans les conditions fixées à l'article L332-8, 2e alinéa, ou L332-14 du Code général de la fonction publique, et pouvant justifier d'un BAFA et d'une expérience dans le domaine concerné. Vous avez les précisions concernant la rémunération qui sera proposée à l'agent qui sera recruté. Voilà. Maintenant, ça vote. L'effectif global restera néanmoins. Oui, parce qu'on remplace. En fait, il s'agissait d'un non permanent que l'on transforme en emploi pyramide maintenant, puisque l'activité le nécessite. Je mets votre validation. Qui ne prend pas part au vote?
Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. À suivre, vous aviez comme à chaque fois les points d'information. Et ceci amène à dernier point de l'ordre du jour. Monsieur Ferrand, vous aviez la question de début de séance. Alors, juste avant, je voudrais revenir sur l'aménagement de terrain de basket. J'ai pas le temps d'y retourner. Pardon? Je voulais juste revenir sur la. Je passe à la question. Votre question de début. Oui, mais je voulais juste revenir, si vous permettez, monsieur le maire, sur l'aménagement du terrain de basket. J'ai pas eu le temps de repasser depuis. Est-ce qu'il y a un filet qui a été installé derrière le basket? Oui. C'est grand pour éviter que. Oui. Derrière le panneau, il y a un filet qui est installé. Il est assez grand, c'est. Oui. Très bien. Oui, en fait, plusieurs questions. La première, en septembre 2023, dans ce même conseil municipal, nous avions posé la question d'avoir l'ensemble des réserves mises sur la salle multifonction. Et vous nous aviez demandé d'attendre que celle-ci soit toute levée avant de nous les fournir. Nous sommes aujourd'hui en décembre 2024, il faut savoir si toutes ces réserves ont été levées. Pouvons-nous avoir l'ensemble de réserves concernant cette salle? Aujourd'hui, l'ensemble des réserves n'est pas encore totalement levé. C'est en cours. C'est en cours. D'accord. Vous avez une idée du délai encore à rester en cours? Le délai, je ne suis pas trop m'avancer parce que ça recule de quasiment de mois en mois. Mais la collectivité a pris l'assistance de services juridiques pour faire avancer les choses plus rapidement. Une deuxième question concernant l'extension du bâtiment scolaire. Est-ce que vous avez une date de livraison des travaux? Le bâtiment scolaire fait l'objet d'une réception à l'été. Une réception, oui. Sans réserve. Sans réserve. Il y a quelques réserves qui font également l'objet d'un suivi détaillé. Et pour effectivement aussi également. Oui. Et donc effectivement la question initiale que je voulais poser au niveau conseil promesse, nous voudrions connaître les raisons pour lesquelles, en tout cas vous vous poussez à nous faire un questionnaire qui nous a été adressé il y a quelques jours concernant nos activités professionnelles, celles de nos conjoints. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire ce genre de questions? Est-ce que vous avez déjà eu des soucis par rapport à ça? Parce qu'aucune obligation légale s'impose à nous de répondre à ce type de questionnaire. Je me pose la question de savoir pourquoi. Quels sont les sous-entendus par rapport à ça? Peut-être même. Je n'en sais rien. Il n'y a aucun sous-entendu. C'est quelque chose qui aurait dû être fait en début de mandat, c'est clair. Mais il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Donc ces données auxquelles chacun peut répondre ou ne pas répondre sont un traitement qui se fera uniquement par la Direction générale des services et détruit aussitôt en fin de ce mandat. Il n'y a pas de sous-entendu à chercher dans cette démarche. Mais c'est pour quelle finalité de traitement le recueil de ces données? Comment? C'est pour quelle finalité de traitement le recueil de ces données? C'est d'une part pour attirer l'attention de chacune et chacun d'entre nous sur les risques de conflit d'intérêts. Eh oui. Pardon, M. Marvaux, moi-même, nous ne prenons pas part au vote quand ça nous concerne. Mais écoutez, c'est une démarche générale. C'est pas vous, M. Ferrand, ou vous, M. Marvaux, c'est une démarche générale, tout simplement. M. Marvaux. Monsieur le maire, en vertu de quel article de la loi? Il n'y en a pas. On est bien d'accord. Est-ce que vous auriez l'amabilité, monsieur le maire, parce que j'ai été obligé de le faire hier soir, puisque vous ne le faisiez pas, de rappeler ce qu'a dit le déontologue de la collectivité que nous avons cité, et ce qu'a redit la haute autorité pour la transparence de la vie publique, que vous avez sollicité? Les deux organismes disent de façon extrêmement claire que ce questionnaire n'a pas lieu d'être. Si vous avez un souci avec certains de vos colistiers qui effectivement auraient dû... Attendez madame, que je finisse. Mais si vous avez un souci avec certains de vos colistiers qui auraient dû ne pas participer à certains votes, parce qu'on l'a bien vu, et moi je le constate depuis le début du mandat, un certain nombre de vos colistiers prennent part à des votes dont ils devraient, avec un peu de sagesse et un peu de raison,
prendre en retrait ce que nous avons, nous, mis en place dès le début du mandat. Le groupe Ensemble pour Melesse a systématiquement appliqué cette règle à l'ensemble de ses membres. À chaque fois que nous étions en conflit d'intérêts, et ça peut arriver, c'est une évidence, à chaque fois que nous étions en conflit d'intérêts, nous sommes sortis du vote. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous auriez peut-être dû commencer par expliquer cela à vos colistiers, plutôt que de venir nous proposer de remplir un questionnaire qui est parfaitement illégal. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur le maire, madame, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître Poignard, le déontologue que vous avez choisi, et qui écrit noir sur blanc que ce questionnaire est illégal. Il l'écrit noir sur blanc. Il ne dit pas qu'il est illégal, il dit simplement qu'il s'applique, il n'est pas obligatoire. Relisez, monsieur le maire, il n'est pas obligatoire, les attendus de son mail, et il n'y a pas relisez, monsieur le maire, les attendus de son mail, ou est-ce qu'il faut que je le sorte pour le lire à voix haute? Et que vous l'avez tous dans vos boîtes mail, je l'ai adressé. Écoutez, vous l'avez diffusé à tout le monde, donc on va pas le retenir. Vous ne le faisiez pas, et vous viviez en cachette pour ne pas le dire. Pas du tout, il n'y a rien en cachette. Il n'y a rien en cachette. Il n'y a rien en cachette et il n'y a pas de recherche particulière de tel ou tel point. C'est tout. Eh bien, il n'y a pas autre chose à dire. Bien. Eh bien, puisque la séance, M. Marbeau quitte la séance. De fin d'année, M. Marbeau. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et la haute autorité pour la transparence de la vie publique, je veux dire en totalité, n'a pas dit autre chose, mais reconnaît quand même qu'une telle démarche peut être pertinente en termes de sensibilisation de l'ensemble de chacune et chacun des élus. Voilà, voilà ce que dit la haute autorité. Il dit qu'il n'y a pas de caractère obligatoire. Parce qu'il n'y a pas de base légale. Comment? Parce qu'il n'y a effectivement pas de base légale à notre Non, c'est pas ça. Illégal. Madame Mestri. Juste pour votre information à toutes et tous, nous avons eu dernièrement, depuis l'été quand même, une information justement sur ce sujet, sur quand fallait-il se déporter, quand il ne fallait pas se déporter, autrement dit ne pas prendre part au vote. C'est une formation qu'on a eue au conseil départemental. Et c'est vrai que j'ai beau être, nous en sommes à mi-mandat au département, je ne connais pas pour autant la profession, par exemple toi, deuxième mandat, je ne sais pas ce que fait ton mari, donc je ne sais pas quel intérêt tu as à voter ou pas sur telle ou telle délibération. Le fait de le dire clairement et de l'annoncer, je ne prends pas part au vote quand il s'agit d'un lien avec l'entreprise de mon mari, vous prenez part au vote quand il s'agit au titre de l'école publique, vous votez. Mais c'est l'école publique, c'est l'État, c'est la fonction publique. Ce n'est pas du tout. On ne va pas rentrer dans le détail. On a appris ce qui était le cadre et la conclusion que nous a donnée quand même le formateur, c'est en cas de doute, en cas de trop grande proximité, déportez-vous. C'est juste ça. Et ça nous a permis aussi de prendre conscience en fonction des fonctions que nous exercions, des fonctions de nos conjoints, que parfois, valait mieux se mettre sur le côté, se déporter et être tranquille. C'est tout. Mon épouse n'est pas payée par la mairie, donc je peux très bien compter mon vote sur la fonction dont on travaux. C'est pas c'est démarche et on parle de moi, j'aurais la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est l'orientation sexuelle, c'est. Ça c'était vous. Là, excusez-nous, mais c'était de votre côté, ce côté-là. Ça devait être écrit dans le questionnaire. Non, ça peut être la prochaine étape, on ne sait jamais. Il y a une sortie de question. Il n'y a aucune démarche de ce sens. C'est à nouveau vous menez votre histoire. La haute autorité pour la transparence de la vie publique reconnaît qu'un tel dispositif peut s'avérer utile, et ça n'avait pas d'autre objectif, pour la prévention des situations de conflit d'intérêts susceptibles d'intervenir, telles que Mme Mestri vient de nous informer qu'une démarche à la localité publique. Bien. Et le questionnaire, personne n'est obligé de le retranscrire. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d'année. Et je lève la séance de ce soir en vous remerciant pour votre participation.